Seigneur, merci pour la façon dont tu as dirigé et guidé ce mouvement. Nous voyons une main toute puissante derrière chaque étape que nous avons prise. Nous sommes parfois émerveillés lorsque nous repensons à la manière dont tu nous as conduits à comprendre les événements externes dans toute leur complexité. Tant de choses auxquelles nous nous attendions, tant de choses qui n'avaient peut-être pas été prévues et qui sont parfaitement logiques. Nous savons à quoi nous en tenir. Nous savons quelle position adopter sur les questions parce que tu nous les as apprises. Tu nous as conduits et guidés tout comme tu as conduit et guidé l'Israël ancien vers la terre promise. C'est aussi réel que la colonne de feu. Je prie, Seigneur, alors que nous continuons à étudier ensemble, que nous voyons qu'avec plus de clarté combien ta direction a été sage. S'il te plaît, approfondis notre compréhension, aide nos esprits à comprendre et à absorber ce que tu souhaites nous enseigner dans ces choses. Je prie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'étudier le cri de minuit. Et cela me surprend. Vous savez, ça fait déjà en 2018, 2019, 2020, 2021, ça fait un moment et nous étudions toujours le cri de minuit. Nous étudions les deux sources d'information. 2018 a été le début d'un incroyable voyage quand je regarde à ce que 2018 a été la lumière dans laquelle nous marchons aujourd'hui et comme nous la voyons vaciller dans le futur. Juste ces aperçus de la plus grande compréhension que Dieu veut nous donner. Peut-être que certains pourraient penser que ce n'est pas rationnel parce que je ne peux pas le décomposer et leur montrer les morceaux de données, mais c'est tout aussi réel. Hein. C'est tout aussi vrai. Et il est impossible de ne pas se sentir inspiré, je crois, par ce voyage. Mais nous étudions deux sources d'information. Cette étude aurait dû être une critique de l'aile gauche, comment nous détaillons l'aile gauche et comprenons comment cribler l'information, la trier les sources que nous lisons en ligne, dans les journaux. À l'ère de l'information, comment trions-nous les informations, même celles provenant de sources fiables, parce que nous n'acceptons pas 100% de ce qu'une source digne de confiance a à dire. Nous avons perdu notre tableau en raison du camp meeting. Donc j'aimerais dessiner deux ou trois autres choses, mais j'aimerais quand même demander à Catherine. As-tu lu l'article de presse sur Elon Musk et son OPA sur Twitter? Alors, qu'as-tu pensé par rapport à ce que nous avons dit sur la liberté et l'égalité? Oui, c'est vrai, il semblait être très étroitement lié à ce que nous apprenons en ce moment. Je pensais que le timing était vraiment intéressant. Il semble privilégier la liberté d'expression par rapport à autre chose. C'est comme une valeur fondamentale pour lui, la liberté d'expression. L'Internet devrait fournir un forum où les gens sont en mesure de parler et dire ce qu'ils veulent. Il ne devrait pas y avoir de censure. Et je pense que l'article soulignait que c'est une sorte de vieille mentalité dépassée et que certaines de ces plateformes ont évolué depuis. Alors je trouve que ce concept d'être dépassé est intéressant parce que il est rare que Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, et les autres jeunes entrepreneurs de l'ère technologique,
Ils ont idolâtré la liberté, hein, ce qui arrive si souvent. Et puis, ils ont lancé leur plateforme, ils les ont laissés aller. Ensuite, ils ont regardé pendant des années ce qui se passe. Lorsque vous donnez ce type de liberté d'expression, c'est en nuisant à la société. Nous voyons les conséquences de certains de ces actes. Ils l'ont appris à leurs dépens. Cette liberté doit être encadrée par quelque chose, elle doit être sous quelque chose. La liberté doit être contrôlée par un autre principe. Et nous appellerions ce principe l'égalité. Je pense qu'il est raisonnable même de l'extérieur de l'appeler l'égalité. Mais comment les plateformes technologiques l'ont appris à leurs dépens et beaucoup n'ont pas appris, ce qui crée un élément clé de cette guerre culturelle. Alors, est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Non, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, Marie. Alors, HP, est-ce que c'est Marie? Oui, c'est vrai. Oui, je suis sur mon ordinateur. Est-ce que tu as un commentaire à faire? Non, je voulais juste te dire que c'est moi, HP. Oui, je m'en souvenais. Tu fais partie des participants, donc je dois te trouver. Alors voici l'aile gauche. L'aile gauche. Et l'aile droite. Et nous savons que le cri de minuit vise à nous faire passer de l'aile droite vers l'aile gauche. Nous savons que c'est important parce que les deux côtés de ce rideau de la grande controverse, que nous ayons affaire derrière la scène à la guerre spirituelle entre Christ et Satan, ou que nous ayons affaire au monde que vous voyez autour de nous, la politique, les élections en Australie, où nous semblons avoir un parti centriste, un parti de droite, un parti d'extrême droite. C'est un peu la pagaille. Donc, quand nous y regardons de l'extérieur, de l'externe, les deux côtés de ce spectre politique sont centrés sur une élection. Il s'agit en fait d'un choix entre deux idéologies politiques, le Christ et Satan. L'aile gauche ou l'aile droite. Il se pourrait que ce soit une représentation trop simpliste et que ça effraie certaines personnes, mais nous avons soutenu que l'arbre dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont fait ce choix, en fait, quand ils ont fait ce choix, ce qui s'est passé, c'était juste une campagne électorale. Dieu leur a dit, ne le mangez pas, choisissez mon gouvernement, choisissez les principes de mon gouvernement, et Satan descend, et tout ce qu'il fait, c'est une campagne électorale. Et il dit à Ève, regarde ce que mon gouvernement peut t'offrir, mon gouvernement peut t'offrir tellement plus. Mon gouvernement peut t'offrir la liberté, une liberté sans limite. Dieu essaye de te restreindre. Il te fait du mal en restreignant ta liberté. Si tu veux t'élever, atteindre un état d'être supérieur, un état de pouvoir supérieur, la liberté, alors vote pour moi. Elle a voté donc pour Lucifer. C'était donc une campagne et que Satan a gagné. Satan a revendiqué cette terre. Il a revendiqué cette terre parce qu'ils ont voté tous deux pour lui. Et Dieu respecte la liberté de vote des personnes. La liberté est toujours importante. Dieu dit, vous avez votre libre arbitre, votre liberté. Vous avez voté pour le parti politique de Satan. Par conséquent, moi, Dieu, je ne peux pas intervenir maintenant. Votre libre arbitre vous a permis de choisir votre parti politique et tout ce qui s'est passé depuis, c'est parce que la terre a voté pour un système politique que Satan a proposé en Éden. Et ce que Dieu a fait depuis lors, c'est une campagne politique pour dire, d'accord, certaines personnes ont voté pour Satan, mais chaque personne a le droit de voter dans le cours de sa vie. Nous avons tous le droit de voter si nous voulons le gouvernement de Lucifer ou celui de Dieu. Les deux côtés du rideau de la grande controverse sont centrés
sur la politique. C'est pourquoi nous devons les comprendre. Et le cri de minuit, c'était Dieu dans le cadre de sa campagne politique pour l'humanité qui disait: vous pensez qu'il est juste d'être dans ce spectre politique de la droite? J'ai besoin de vous déplacer à gauche parce que nous croyons en externe sur le plan politique est directement lié à cette campagne électorale entre Christ et Satan. Nous étions à droite. Et ce dont nous avons discuté en tant que groupe, c'est tout d'abord quel principe gouverne l'aile gauche. Et nous avons vu qu'il s'agissait de l'égalité, qui gouverne la liberté. Et pour ne citer qu'un exemple, nous avons partagé cet article de Mediaboard 4 dont Catherine et moi venons de discuter sur Elon Musk et Twitter. C'est la question sous-jacente qui mène à la guerre culturelle. Pas seulement en Amérique, pas seulement en Occident, vous pouvez le voir en Corée du Sud, au Ghana, en Russie. C'est le moteur de cette guerre culturelle dans de nombreux pays, y compris en Russie, où la liberté n'existe pas de toute façon. Donc, la liberté est sous le contrôle de l'égalité. Donc, l'aile droite dit que la liberté prime sur tout le reste. Elle croit toujours à l'égalité, mais elle n'est pas prête à restreindre la liberté de quelqu'un pour assurer l'égalité. Elle n'est donc pas disposée à restreindre la liberté d'expression sur Twitter, alors que cette liberté d'expression ultime est une force motrice derrière la misogynie croissante, le racisme d'extrême droite, les milices, Donald Trump et tout ce qui entoure cette idéologie. Donc l'égalité au-dessus de la liberté pour l'aile gauche, la liberté au-dessus de l'égalité pour l'aile droite. Nous avons défini le cœur battant au centre même de la politique de la droite et de la gauche. Puis j'ai partagé avec vous un article de Vox. Je ne suis pas sûre que les gens aient eu l'occasion de le relire avant aujourd'hui ou avant ce soir. Mais si vous avez eu l'occasion de le relire aujourd'hui, cet après-midi, pouvez-vous, s'il vous plaît, lever votre main dans le chat? Parce que je veux juste savoir si vous avez été en mesure de le refaire relire l'article de Vox. Donc, il y a 3/4 des personnes qui ont pu relire cet article. Donc, c'est un long article. J'ai peut-être manqué certaines citations. C'est un long article. Alors, Molly, l'as-tu lu? As-tu vu quelque chose de plus dans cet article? En raison de ce dont nous avons discuté ces dernières semaines, où cet article a juste rafraîchi ta mémoire. Oui, l'article a rafraîchi ma mémoire sur ce dont nous parlons. Mais j'en ai lu que la moitié. Je sais bien que demander aux gens de lire l'article cet après-midi, un vendredi après-midi, et compte tenu de la longueur de l'article, il aurait été difficile que tous aient le temps de le lire. J'étais juste curieuse de savoir si les gens en avaient retiré quelque chose de plus en le lisant après tout ce dont nous avons discuté depuis la semaine dernière et avant. Parce que je l'ai fait et certaines choses ont ressurgi. Nous en citerons quelques passages ce soir. En partie basé sur cet article, mais sans nécessairement le prouver, j'ai dit que le christianisme est à droite, c'est le protestantisme. Donc le protestantisme l'appellerait donc le dominionnisme. Et pour en venir au fait, je suis en train de dire que le protestantisme, le christianisme, la religion, ce n'est pas la totalité
Ce n'est pas la totalité du problème. Je suis en train de dire ce n'est pas la totalité du problème. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la cause du problème. Nous avons passé la plupart du temps en 2018 à cibler la religion, le protestantisme spécifiquement. Le protestantisme, parce que ce n'est pas le protestantisme qui amènera la loi du dimanche. Donc, voir le protestantisme et le dominionnisme, comment ils ont impacté le Parti républicain, cette partie du spectre politique, cibler spécifiquement le dominionnisme, parler de Ted Cruz et d'autres dominionnistes. Mais ce que je veux que nous voyons et ce que nous avons commencé à faire ressortir après cet article de Vox, c'est que le protestantisme n'est pas la totalité du problème et ce n'est pas toute la cause du problème. Et nous voulons voir l'ensemble, les autres parties, car nous voulons aller à l'essentiel pour voir la cause sous-jacente du problème. Alors j'aimerais citer ici. C'est une interview. L'intervieweuse, c'est Sarah Henry et c'est l'humaniste. Donc c'est un site athéiste. Sarah Henry est elle-même athée et elle interviewe une femme, Alex DiBranco, qui est également athée. Donc c'est une athée qui interviewe une athée sur la publication du site humaniste. L'article est intitulé « Exposer, remettre en question le suprémacisme masculin ». Alors, Alex DiBranco est la femme interviewée. Elle donne un peu d'informations. C'est une sociologue, une journaliste, une chercheuse qui étudie la fondation et le développement du mouvement conservateur aux États-Unis. Elle est directrice exécutive et cofondatrice de l'Institute for Research on Male Supremacism. Ses travaux portent notamment sur la suprématie masculine, le terrorisme et la violence, y compris la violence de masse des incels et les conspirations antiféministes. Et de l'extrême droite qui chapeaute le suprémacisme blanc et les mobilisations antisémites. Donc voilà un peu un aperçu de la femme interviewée. Je n'ai que 2 ou 3 remarques à faire à propos de cette interview, plutôt une seule. Sarah Henry dit « Parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder l'Institut de recherche sur le suprémacisme masculin ?» Alex DiBranco répond « Si mes recherches initiales portaient sur la droite chrétienne et les mouvements anti-avortement, j'ai également travaillé en tant que militante sur les questions de violence sexuelle. Et à partir du début, depuis les années 2010, j'ai observé les activistes des droits des hommes, les MRA comme Paul Elam et leur rhétorique de blâme des victimes. On va citer Paul Elam plus tard dans l'étude. Avec le temps, j'ai commencé à m'inquiéter de la croissance des mouvements misogynes séculiers. Sarah Henry lui dit « Il me semble que le plus souvent, le dominionnisme religieux, le nationalisme blanc et la suprématie masculine sont inextricablement liés. Est-ce une constatation que vous avez faite dans votre travail ?» Donc l'intervieweur, elle demande à Alex DiBranco que le dominionnisme religieux qui se mêle au nationalisme blanc, au racisme et à la suprématie blanche, masculine, le sexisme. Il lui semble que le racisme et le sexisme entremêlés avec le dominionnisme chrétien. Donc elle lui dit, il semblerait que le racisme et le sexisme soient entremêlés avec le dominionnisme chrétien. Et Alex DiBranco répond, je dirais en fait, que les communautés suprémacistes blanches et masculines contemporaines font preuve de plus de ce que j'appellerais une misogynie séculaire, qui inclut ce qui semble être une surreprésentation des athées par rapport à leur petit pourcentage de la population. L'intervieweur, je rappelle que ce sont des athées qui sont interrogés et dit, n'est-ce pas le dominionnisme religieux qui se mêle au racisme et à la misogynie? Et Alex DiBranco riposte en disant, de nos jours? Non.
À l'heure actuelle, on trouve des mouvements laïques et athées qui s'entrecroisent avec la suprématie blanche et les mouvements suprémacistes masculins. Je voulais entendre ces propos de la bouche d'une athée. C'est le même point que nous avons soulevé la semaine dernière. Et souvenez-vous, l'article de Voss dit qu'il y a un lien entre le libertarisme et l'extrême droite. Nous discuterons de nouveaux sujets du libertarianisme, mais il y a aussi un lien, un canal, une surreprésentation des athées dans l'extrême droite par rapport à leur pourcentage dans la population réelle. Lorsque nous parlons de la Trinité de l'extrême droite, ce n'est pas le dominionisme protestant qui occupe la plus grande place. Ce qu'elle vient de dire, c'est que d'après ses recherches, selon ses recherches, le protestantisme n'est pas la cause de tout le problème. Ce n'est même pas la moitié, la religion, pas seulement le protestantisme, mais la religion, le dominionisme n'est même pas la moitié du problème. Et c'est ce que nous avons un peu exploré. Alors, je reviens à cet article de Vox. Il parlait donc de cette Trinité. Qui se rappelle de ça? Il parlait de la Trinité. C'est quoi la Trinité de l'extrême droite? Je vais regarder mes notes, désolée. Okay, so men's rights. Alors, il s'agit des droits des hommes, l'athéisme et le libertarisme. L'idéologie du liberté. Men's rights. Alors, les droits des hommes, l'athéisme et le libertarianisme. Ce n'est pas le dominionisme qui constitue l'essentiel du problème de la droite. Il est là, hein, et nous l'avons ciblé parce que c'est là que nous trouvons l'adventisme. Et l'adventisme est un très petit groupe de personnes en réalité. Je pense que nous avons tous dit que l'adventisme est un petit monde. Tout le monde sait qu'une fois qu'ils ont une nouvelle, qu'ils ne veulent pas que trop de gens dans l'Église soient au courant, c'est une petite communauté et nous nous adressons à une petite communauté parce que nous nous soucions de l'adventisme. Nous nous soucions de l'Église, nous nous soucions des gens qui la composent, c'est le public que nous ciblons. Nous ciblerons les questions qui concernent l'adventisme. Mais si nous prenons du recul par rapport à l'adventisme, nous devons toujours le voir dans son contexte. Nous devons toujours voir le sujet du racisme comme un sujet prophétique et du sexisme comme un sujet prophétique aussi, comme la loi du dimanche aussi. Nous devons le voir dans son contexte externe correct. Et lorsque nous le plaçons dans son contexte externe correct, c'est une combinaison d'athéisme, de libertarianisme et de misogynie résumée dans les mouvements pour les droits des hommes, mais la misogynie en général qui sont les fondements, les principes fondamentaux d'une grande partie de l'extrême droite. Alors, on va en parler. On va parler de l'article News.
Alors, on va parler donc de cet article Vox. Il est dit que Max est allé à l'université en 2006. Il avait 18 ans quand il était allé à l'université. Donc quand on maintenant là, quand on l'a interviewé en 2015, il avait 27 ans. Donc nous parlons d'un segment plus jeune de la société. Tout le contexte de ce dont il discute dans l'ombre du Gamergate est un segment plus jeune de la société. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en regardant à cette trinité séculière, elle est plus symbolique du futur de l'Amérique que du passé. Et nous pouvons voir le danger que courent les États-Unis, que court la bête semblable à un agneau. Max aurait environ 27 ans. Ce ne sont pas les protestants vieillissants qui perdent leur dominionisme et tentent désespérément de le protéger. Nous parlons d'un segment plus jeune. Alors je cite, Max ne pense pas beaucoup au féminisme au général, ou du moins à ce qu'il dit que le féminisme est vécu est devenu une fois que le vote, les emplois et les droits à l'avortement étant réglés, que le mot est devenu un sifflet pour l'apitoiement sur soi et le sexisme envers les hommes. Alors, Max, il voit que les femmes ont maintenant le droit de vote, elles peuvent obtenir un emploi, elles sont autorisées à travailler et que le droit de l'avortement est réglé, ce qui semble une chose terriblement prématurée à dire dans le contexte de 2022. C'est comme si les victoires étaient gagnées. Et je tiens à préciser que ces hommes ne s'opposent pas aux femmes, ou au moins les activistes de gauche qui sont moins radicaux. Ils ne proposent pas que les femmes perdent leur liberté. Ils sont d'accord pour que les femmes soient libres, tout comme tout comme le fait qu'ils soient d'accord pour le mariage gay, ils sont d'accord avec ces choses, mais ce qui ne leur convient pas, c'est l'égalité. J'espère que vous pouvez le voir dans ces déclarations. Max dit que les femmes ont eu leur liberté, elles peuvent voter. Maintenant, elles n'ont rien d'autre à demander. Pourtant, c'est le contraire. Les femmes doivent demander l'égalité. Le problème n'est pas la liberté, il s'agit d'égalité. Une fois que les femmes ont pu voter, une fois que les femmes ont pu entrer dans la vie active, qu'ont-elles à demander d'autre que l'égalité? Mais encore une fois, l'égalité va coûter un peu la liberté aux hommes. Et bien sûr, en utilisant le langage du paragraphe, cela devient du sexisme envers les hommes. Les femmes possèdent la liberté. Et Max dit, super, elles devraient être autorisées à avoir leur liberté. Mais les femmes répondent, non, nous voulons l'égalité. Et quand Max voit que les femmes veulent l'égalité, il ne peut pas le supporter, car si les femmes ont l'égalité, il perdra une partie de sa propre liberté. Nous avons discuté de ce point lorsque nous avons mentionné l'affaire judiciaire que nous avions au tableau, quand nous avons discuté du titre 2 et du titre 7 de la loi sur les droits civils de 1964, ils parlent tous de l'égalité, pas de la liberté. Et c'est là que le libertarianisme, cette trinité, s'est opposé à certaines parties de la loi sur les droits civils. C'est là que les libertaires s'opposent au féminisme parce qu'ils voient que le féminisme ne se bat pas pour certaines libertés. Les femmes peuvent voter. Elles ont leur liberté dans une certaine mesure, mais elles se battent pour l'égalité. Et quand les femmes se battent pour l'égalité, les hommes commencent à perdre certaines libertés, ce qui provoque de l'apitoiement sur soi. Et un sentiment de sexisme inversé, comme s'ils étaient victimes de discrimination, parce qu'ils perdent une partie de leur liberté. Il faut décortiquer la pensée pour s'en rendre compte. Mais il s'agit toujours de cet enchevêtrement d'arguments sur la liberté et l'égalité avec les activistes des droits des hommes qui disent que vous avez la liberté, vous avez le droit de vote, et les femmes répondent qu'elles veulent plus que ça.
Et les hommes ont l'impression d'être lésés, d'être victimes de discrimination. Ils leur renvoient la balle en disant, vous êtes sexistes, les femmes. Et les femmes sont sexistes. Les féministes sont sexistes. Parce que nous sommes en train de perdre notre liberté. Nous ne pouvons plus, en bonne société, faire des commentaires sexistes et misogynes sans que ceci nuise à nos carrières, disent ces hommes. Nous ne pouvons plus faire preuve de préjugés envers les femmes dans le monde du travail, disent ces hommes. Nous ressentons cette restriction, cette pression exercée par des partis appropriés de la société de gauche qui veulent traiter les femmes avec égalité, et toutes ces mesures ont un impact sur leur liberté. Joséphine? Alors, Joséphine? Je voulais juste dire que ça les fait se sentir opprimés, n'est-ce pas? Ils se sentent comme une victime, comme s'ils étaient opprimés. Oui, ils le voient comme du sexisme inversé. Être sexiste est l'une des choses dont je suis actuellement accusée d'être, en particulier au Brésil. Mais cette accusation vient d'hommes qui se sont apitoyés sur eux-mêmes parce que ce mouvement insiste sur l'égalité et non sur la liberté, ce qui provoque un sentiment d'oppression chez certains hommes qui ont bénéficié pendant très longtemps et qui ont senti le bénéfice de leur statut réduit et le fait que nous le retirons. Donc oui, c'est un sentiment d'oppression. J'ai été confrontée en 2020 de manière intensive. L'un des arguments avancés par certains hommes qui ont quitté maintenant le mouvement en Ouganda ou en Sud-Soudan était la lutte, même pour donner de la liberté aux femmes, car ils étaient tellement terrifiés à l'idée de relâcher l'emprise sur les femmes que je ne peux décrire avec des mots l'étendue horrible du contrôle exercé sur les femmes, tant en matière de liberté que d'égalité. Ils pensaient que si cette emprise était relâchée sur les femmes, leur plus grande crainte était que les hommes soient opprimés. C'est une peur très profonde. C'est aussi la peur qui se cache derrière la suprématie blanche, derrière la perte d'une Amérique majoritairement blanche. La peur que les Blancs soient soudainement supprimés par un pays multiculturel. C'est cette peur, et nous avons parlé de cette peur dans un contexte chrétien. C'est la peur qui se cache derrière le dominionnisme, mais il n'est pas nécessaire d'apporter la question d'un point de vue religieux pour voir cette peur ou cette conviction d'être opprimé à cause de la lutte de quelqu'un d'autre pour obtenir l'égalité. Cette peur existe dans un contexte religieux, c'est certain, et c'est le dominionnisme. C'est l'Église et l'État dans son essence. C'est 1888 dans son essence. Les défenseurs du dimanche en 1888 avaient tellement peur que si le dimanche n'était pas inscrit dans la Constitution, même le dimanche devrait être un jour du repos. Ils avaient tellement peur, tous ces catholiques qui arrivaient, de tous ces juifs qui arrivaient. Dans une petite mesure, ces adventistes du 7e jour, surtout les catholiques et les immigrants juifs et les immigrants irlandais, ils avaient tellement peur en 1888 de perdre leur suprématie et d'être ainsi opprimés. Et si vous allez lire A.T. Jones, tout ce qu'il écrit sur cette histoire, c'est tellement clair. Le protestantisme était conduit en 1888 par la ferme conviction qu'ils étaient les opprimés. Pas seulement qu'ils seraient oppressés dans le futur, mais qu'ils étaient opprimés à ce moment précis. Souvent, à cause des immigrants irlandais, des immigrants irlandais catholiques, des immigrants juifs. Ils étaient sûrs qu'ils n'étaient pas seulement opprimés dans le futur, mais qu'ils l'étaient dans le présent. Et la seule façon d'arrêter
c'était de changer la Constitution américaine, de consacrer le dimanche comme jour de sabbat, d'obliger tout le monde à le respecter. Donc ce sentiment d'être opprimé est très important. C'est une oppression. Y avait-il de l'oppression en 1888? Oui. Les catholiques irlandais étaient opprimés, les juifs étaient opprimés, les adventistes l'étaient également. Les humanistes séculés, les athées étaient opprimés en 1888 car l'église protestante dominante dirigeait le mouvement de l'église et de l'État. Il y avait de l'oppression. L'oppression existe encore aujourd'hui. Il y a une oppression des gens d'une race différente, des immigrants, des juifs. Souvent maintenant qu'il y a une hostilité envers les gens d'Asie, il y a une oppression. Et le contexte de la loi du dimanche, la suppression la plus fondamentale et la plus profonde, la plus répandue et la plus mauvaise en général dans la société humaine, est la misogynie. Et il y a une oppression. Et il y a une oppression en 1888. Il y avait une oppression dans l'esclavage de 1850. Mais c'était le Sud qui avait dit que nous étions opprimés. Nous sommes opprimés par Abraham Lincoln et par ce grand gouvernement du Nord. Il y a une oppression, mais ce sont les gens qui ne sont pas opprimés, qui se sentent victimes, qui s'apitoient sur eux-mêmes. Ce sont les États du Sud pendant la guerre civile qui s'apitoient sur eux-mêmes, le protestantisme en 1888. Les groupes de défense des droits des hommes aujourd'hui se sentent opprimés. Et toutes les personnes qui disent ne pas être des activistes des droits des hommes, mais qui relèvent de la même idéologie. Joséphine, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Ou as-tu fini? I'm finished. I think I'll write to you about. Je pense que je t'écrirai au sujet de mon histoire. Bien sûr. Thank you for sharing. Alors, merci pour le partage. C'était un point important à souligner. Alors, on fait du mal à un segment de la société, mais en Floride, ce ne sont pas les écoliers qui sont réprimés et lésés par la culture de la Floride. Ce ne sont pas les hétérosexuels cisgenres qui sont opprimés. C'est la communauté LGBT. Mais vous pouvez voir quel côté essaye d'utiliser le gouvernement pour se protéger. Les choses ont été ainsi depuis toujours. Ce fut le cas en 1850, c'était ainsi en 1888, ce sera aussi le cas aujourd'hui. Donc je poursuis la citation. Mais ces caprices, les griefs spécifiques du Gamergate, le type de personne qui s'autoproclame activiste des droits des hommes par rapport à celle qui préfère un autre acronyme ne sont que des symptômes d'un sentiment plus large de victimisation chez les hommes. Donc cet article reconnaît que quelqu'un peut ne pas vouloir être appelé le militant des droits des hommes. Certaines personnes étaient impliquées dans le Gamergate, d'autres non, mais c'est un large segment des hommes de la société et des femmes qui défendent également cet état d'esprit et qui ont ce sentiment de victimisation dans le complexe de la victime. Ce Max lui-même préférait ne pas être appelé activiste des droits des hommes ou de l'homme, il préfère le terme humaniste. Et humaniste est une autre façon de dire athée rationnel. Ainsi, nous revenons à l'athéisme. Il nous commande une autre tournée et continue avec ce qui est devenu une ligne familière des militants des droits de l'homme ou des nouveaux athées ou des libertaires. Cet article répète, il répète donc la trinité de l'athéisme. Il dit que ces mots sont interchangeables. Il continuera une phrase commune à ces trois groupes de personnes. Pour les activistes des droits des hommes, le nouvel athéisme, qui n'est en fait que l'athéisme militant du XXIe siècle, et les libertaires. C'est la deuxième fois que cet article mentionne cette trinité, l'article Vox. Ce n'est pas par accident.
Il ajoute du poids à ce point. Pour Max, c'est une croisade. La lutte contre l'Église, atheism. l'athéisme, It's a crusade c'est une against croisade the state contre l'Église, l'État, qui est donc le libertarisme, and women. et c'est une croisade contre les Acts is femmes. all a crusade, the struggle against the church, the state, Donc, c'est une croisade, une lutte contre l'Église, l'État, les femmes. women. Et pour les femmes, c'est contre le féminisme. And what Et quelle est donc is la common phraséologie commune que vous trouvez derrière chacun de ces segments de la segments of the Trinité? It's the C'est explicit l'affirmation explicite qui sont les derniers pourvoyeurs de raison. Je cite the type of le type de phrases phrase qu'ils vont utiliser. Elles, les féministes, les religieux, anyone not toute personne non libertaire qui préfère l'égalité à la liberté. Ils ne veulent juste pas utiliser la logique. Je ne fais qu'argumenter logiquement. Je ne suis intéressé que par les preuves. Vous ne pouvez pas faire défiler une section de commentaires sans passer devant quelques-uns d'entre eux. Et ce sont des marqueurs tribaux, pas des véritables revendications. Ce sont des marqueurs tribaux qui marquent quelqu'un généralement comme un activiste des droits de l'homme, un athée ou un libertaire. Donc lorsque nous commençons à discuter du nouvel athéisme et des personnes comme Richard Dawkins, et que vous verrez ces phrases, mais vous les voyez dans une grande partie de la société laïque et même dans la société non laïque, même dans la société religieuse qui se met à l'écoute de quelqu'un comme Sam Harris. someone like I think it was Simmons. I think probably the most dangerous of all. Et je pense que Tune into Sam Harris the same way they'll tune into Ben et je Shapiro. pense que Sam Harris aussi l'écoute et ils se brancheront sur Sam Harris de la même manière qu'ils se brancheront sur Ben Shapiro parce que Ben Shapiro utilisera la formulation qu'il n'est pas intéressé, il n'est intéressé que par les preuves, qu'il argumente logiquement et que les autres qui ne, contre lui n'utilisent pas la logique. So they are fighting the Alors, ils combattent l'Église, l'État et les femmes. Si nous considérons que la loi du dimanche est une combinaison de l'Église et de l'État, these people be on our side. ces gens ne devraient-ils pas, ils pas être de notre côté? Church. Wouldn't you think S'ils se battent contre l'influence de l'Église, ne penseriez-vous pas que tout ce spectre dont nous discutons depuis quelques semaines serait de notre côté lors de la loi du dimanche? that would be the rational Ce serait wouldn't it? But remember une attente rationnelle, mais rappelez-vous, je suis rationnel et voilà. we're rational apparently. Nous sommes irrationnels apparemment. Nous avons commencé à enquêter sur le Last week we had been discussing the nouvel athéisme. but we wanted to look at the Alors, nous avons zoomé sur le nouvel athéisme la semaine dernière, nous avons discuté du libertarisme, nous reviendrons sur le libertarisme et nous voulons nous pencher sur l'athéisme militant, the most influential ce qui nous a conduit à parler des 4 cavaliers, les personnes les plus influentes dans le nouvel athéisme. and that was Et bien sûr, c'était les 4 cavaliers, Sam donc Harris, Sam Harris, who I consider today perhaps his was one que je considère aujourd'hui comme l'un des plus influents. and Et je le trouve profondément troublant, Richard Dawkins, qui peut-être est le plus connu pour nous en raison de son livre qui est très célèbre. and Christopher Et Hitchens. Christopher Hitchens, bref. It was said by another Il a été dit par un autre athée éminent que s'il y avait un Mont Rushmore des leaders athées, nous y trouverions Sam Harris, Richard Dawkins et Christopher Hitchens. Il semble qu'il ait omis Daniel Dennett, mais je ne sais pas pourquoi. Even from what I was looking through, I didn't find him come up as much, and perhaps they considered him less influential. Mais il est moins influent que But les these autres. are the Mais ces 4 noms constituent donc les 4
cavaliers du nouvel the name athéisme. they kind of gave themselves of modern atheism. And we wanted to see how Et they nous voulions voir les positions qu'ils prendraient on sur la politique, sur ce spectre politique de l'aile droite et gauche, sur l'égalité des genres, sur l'égalité et la liberté, telle que nous la concevons en tant que personnes qui croient à Eden. There's more to say about Premièrement, nous avons parlé de Samaris, il y avait plus à dire sur lui, mais nous avons aussi illustré certains problèmes que pose Samaris. Deuxièmement, nous avons parlé de Richard Dawkins, il y a aussi beaucoup à dire sur lui. Nous avons couvert sa réponse au féminisme, nous avons discuté après de Christopher Hitchens, son article de 2007 pour Vanity Fair. which has quite a few Pourquoi sources. les femmes ne sont-elles pas amusantes Donc, Christopher Hitchens est décédé. Je pense qu'il est le seul sur les 4 à l'être. Mais les commentaires qu'il a faits ne datent pas de bien longtemps. Ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Je veux faire référence à ce qu'il a dit en 2010. Il était au dîner de correspondance de la Maison Blanche de 2010. Nous sommes familiers avec les dîners des correspondants de la Maison Blanche lorsque de nombreuses personnes du monde des médias et de l'art, des personnes populaires aujourd'hui se réunissent à la Maison Blanche et passent une soirée. Le président est presque toujours présent jusqu'à ce que Donald Trump n'apprécie pas la façon dont il parle de lui et annule ses dîners. Mais le dîner des correspondants de la Maison Blanche de 2010, Obama est maintenant président. Et l'un des humoristes qui s'y est présenté, parce qu'ils ont souvent des humoristes qui s'adressent à la foule, et Christopher Hitchens est dans cette foule. Et il y a Wanda Sykes, je ne sais pas si nous la connaissons, était l'une des comédiennes qui s'est exprimée. Et à la fin du divertissement de la soirée, Christopher Hitchens a fait le commentaire sur la soirée de Wanda Sykes, ce qu'elle a présenté au dîner, la comédie qu'elle a fait. Il a dit que le président devrait se tortiller sur son siège et non sourire. Et il ne l'appelle pas Wanda Sykes. Il dit je ne le lirai pas, je ne peux pas le lire. Je l'écris au tableau le mot. Il dit voilà, cette personne, personne ne lui a expliqué les règles, elle s'est trompée. J'effacerai ce mot bientôt parce que c'est un commentaire profondément troublant à faire. Mais ce qu'il a fait quand il n'a pas aimé la comédie de cette comédienne était à la fois raciste. Alors quel intérêt, quelle pertinence à la couleur de sa peau dans sa comédie? Et il fait ensuite référence à son genre, car nous ne parlons pas ainsi d'une personne qui n'est pas une femme. Et c'est aussi une insulte faite aux femmes lesbiennes, parce qu'elle est lesbienne aussi. Mais il insinue également qu'elle n'est pas très féminine dans son apparence. C'est une lesbienne qui pourrait porter des vêtements plus masculins et avoir les cheveux courts, etc. Donc il l'attaque non seulement sur la couleur de sa peau, sur son genre et sur son orientation sexuelle, dans le but de dire qu'il n'aime pas sa comédie. Tel était l'homme qui était Christopher Hitchens. Tel était l'homme qui utilisait la raison et la logique, l'évolution sociale pour expliquer pourquoi les femmes ne sont pas drôles. Tel était l'un des hommes les plus influents de l'athéisme modèle. Je n'ai pas vraiment envie de parler plus longtemps de Christopher Hitchens parce qu'à part un exemple de pourquoi les jeunes de 27 ans comme Max en 2017 ont l'attitude qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils puissent contribuer beaucoup plus à faire le point que nous voulons faire. Je pourrais justifier la présence de son visage sur un mont Rushmore laïque si c'était il y a 250 ans. Mais il y a 50 ans, il est trop tôt pour envisager pourquoi ce serait toléré. Donc, il n'y a toujours pas de main levée. Donc, c'est bien, j'ai quelques citations à lire. Vous vous souvenez qu'au début,
Nous avons discuté de deux femmes. Sarah Henry interviewait Alex Di Branco et Alex a fait le commentaire que dans ses premières recherches, elle regardait les activistes des droits des hommes comme Paul Elam. Donc je vais citer maintenant Paul Elam. Alors, Paul Elam est le fondateur de l'International Conference on Men's Issues et l'ancien éditeur de A Voice for Men. A Voice for Men est une publication qui est considérée comme le porte-drapeau en ligne des mouvements de défense des droits des hommes. Je citerai directement un article, A Voice for Men, une voix pour les hommes. Nous irons directement à la source pour le citer. We'll go to the source. To quote him, Je me suis souvent demandé si mon état d'esprit daté n'avait pas joué un rôle dans ma décision de devenir un militant des droits des hommes. J'aime à penser que je vois les choses objectivement, que je m'appuie sur la science disponible plutôt que sur la foi ou le folklore pour façonner mes convictions. Cette attitude m'a certainement aidé à comprendre des questions telles que la violence domestique et les écarts salariaux présumés tout autant que l'évolution. Ce que dit Paul Elam, le fondateur du fleuron en ligne du mouvement pour les droits des hommes, il s'est demandé, et il vous dirait que c'est le cas, que son état d'esprit daté a joué un rôle direct sur le fait qu'il soit devenu un militant des droits des hommes. En d'autres termes, dans sa lutte contre le féminisme, parce qu'il est capable en tant qu'athée de regarder les choses objectivement, il n'a pas besoin de la foi, comme les féminismes et les religieux, les chrétiens, il n'a pas besoin de foi ou de folklore pour façonner ses croyances. En regardant simplement à la rationalité, il peut comprendre la violence domestique et combattre le féminisme sur la violence domestique et combattre aussi le féminisme sur ce qu'il appelle le prétendu écart salarial aussi facilement qu'il peut combattre un créationniste. Et il dit que c'est la même pensée entre les deux, le féminisme et la religion. Et c'est pourquoi il y a un canal entre les deux. Il dit simplement qu'il y a un lien parce que c'est la pensée fondamentale des deux. C'est la même. Did anyone go and read that full article by Stephen Hitchens? Alors, est-ce que quelqu'un a lu tout l'article de Stephen Hitchens après que je l'ai tant cité la semaine dernière? Catherine, you did. Catherine, tu l'as fait. You didn't message me. Yes, I did. I put myself through the pain. And I went Oui, je l'ai fait. Je suis allée plus loin I found that some car j'ai découvert que des humoristes féminines lui avaient répondu dans Vanity Fair. as well. And then he was interviewed on Le savais-tu? Et puis il a été interviewé sur YouTube. Il y a un clip vidéo de lui répondant à leurs réponses. Et il s'en prend à nouveau à elle. Et c'est vraiment méchant. C'est tellement sexiste. Hein. It's so sexist. It's just I don't know why Je ne sais pas pourquoi le rire est une response, réponse, mais d'une certaine manière, le rire parvient à adoucir cette boule throbbing ball de douleur lancinante que nous ressentons quand nous regardons et lisons ces choses. it was it would be funny if Ce serait drôle si ce n'était pas censé être sérieux. it's just C'est simplement triste. Hein. it is C'est horrible. It's a way of coping. Thank you for the Alors merci pour le contexte supplémentaire. often Et souvent quand ils doublent leurs pensées, ça ne fait qu'empirer. Hein. J'étais dans une librairie hier et j'ai vu un livre écrit par une femme expliquant l'histoire des femmes politiques en Australie et comment les médias les traitent. En fait, j'ai pris une photo, je ne l'ai pas lu. Il y a peut-être
might have des like choses avec lesquelles je ne individual serais pas d'accord, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'éléments historiques précis. Il s'intitule Mediatas et comment les médias ont traité et encadré les femmes politiques. Et je pense que beaucoup d'entre nous en ont vu assez pour être familiers avec l'étendue de la misogynie dans la politique australienne. I think it goes beyond, and maybe it's just my distance. But Peut-être que ça va au-delà, ou peut-être que c'est juste ma distance, mais cette misogynie va au-delà de ce que je vois aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. I didn't. I'm not. Je ne lirai pas ce livre parce que je n'en ai pas envie. There's enough. Je pense qu'il y en a assez. I think if you have okay. But it does it. And the author of the article who interviewed. Alors, l'auteur de l'article interview Max et montre cette trinité qu'il peut voir en 2015. Et certainement, elle ne fait que croître. Il fait remarquer que l'inégalité est une chose sur laquelle il faut avoir les yeux ouverts. Il faut lire un livre comme The New Jim Crow pour comprendre l'ampleur du racisme dans la police et dans les tribunaux aux États-Unis. Il faut lire un tel livre, voir le racisme institutionnel, et si vous ne vous éduquez pas, vous ne le verrez pas, mais une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus ne plus le voir. L'autre chose que l'éducation vous apprendra, l'autre chose qu'elle enseigne, c'est l'expérience. Elle est en partie expérientielle. C'est une combinaison d'éducation et d'expérience qui peut aider à avoir le vaste besoin d'égalité. Si je peux citer un de mes amis, la religion, c'est similaire. Il y a des preuves. Un être humain n'aurait pas pu construire le modèle Eden to Eden. Il n'aurait pas pu construire ce que ce mouvement a enseigné depuis avant 2018. Et après, depuis 2018, un être humain n'en est pas capable. Il y a des preuves. Un être humain lui-même n'aurait pas pu prédire ce qui allait se passer entre la Russie et les États-Unis à la fin de 2021. Il y a des preuves, mais il y a aussi l'expérientiel, l'expérience. Mais la pensée derrière l'athéisme et derrière les activistes des droits des hommes est qu'ils reconnaissent eux-mêmes que ce lien existe, car ils disent qu'il s'agit de la même méthodologie. Alors, j'aimerais citer Phil Torres. N'est pas un athée convaincu. Il y a beaucoup de choses. Alors, il est un biologiste, un communicateur scientifique, un photographe, un animateur de télé basé à New York. Il a écrit, Phil Torres, un article pour Salon en 2017. Et il retrace l'histoire du nouvel athéisme. Donc, Richard Dawkins s'oppose à ce qu'on appelle le nouvel athéisme parce que ce n'est qu'un fait, un athéisme moderne. Et c'est le point que Richard Dawkins fait. Ce n'est pas nouveau, c'est juste la continuation d'un mouvement athée et les gens ont tendance à reconnaître que c'est la vérité. Ce n'est pas comme si c'était juste un segment de l'athéisme, c'est l'athéisme moderne. Et citant à partir de l'article de Phil Torres, le nouveau mouvement athéisme a émergé peu après les attentats du 11 septembre avec un livre à succès de Sam Harris intitulé The End of Faith. Nous en avons parlé la semaine dernière. Il a été suivi par des tomes passionnants écrits par Richard Dawkins, Daniel Dennett et le regretté Christopher Hitchens, les quatre cavaliers. Pendant de nombreuses années, moi, Phil Torres, j'ai été l'un des plus grands alliés du mouvement du nouvel athéisme. Il a été donc l'un des plus grands alliés du mouvement du nouvel athéisme.
Puis il aborde tous les problèmes du nouvel athéisme, qui ne sont plus en fait qu'une description de ce que nous avons déjà fait. Nous avons déjà dit la misogynie rampante et nous n'avons pas encore parlé du racisme. Mais nous le ferons. Je saute beaucoup de choses. Il descend plus bas dans son explication de ce qui ne va pas avec le nouvel athéisme et dit « Les déclarations ultérieures sur le profilage dans les aéroports, les allégations sérieuses de viol lors de conférences athées et les tweets des principaux dirigeants qui renvoient à des sites web de suprématie blanche ont aliéné davantage les femmes, les personnes de couleur et les gens que l'on pourrait peut-être décrire comme moralement normaux. » Je peux me tromper, mais je pense que c'est Samaris qui a tweeté un lien qui a abouti sur un site web suprémaciste blanc. Pourtant, certains d'entre nous, principalement des hommes blancs comme moi, comme Phil Torres, ont persisté dans leur conviction que dans l'ensemble, le nouveau mouvement athéiste est encore une force pour le bien dans le monde. C'est une gêne personnelle extraordinaire que d'avoir maintenu ce point de vue jusqu'à cette année. Cette année dont il fait référence est 2017. Il dit avoir été l'un des plus grands alliés de ces hommes du nouvel athéisme. Et il dit que c'est un grand embarras personnel pour lui, qu'il ait continué à penser que ce mouvement, malgré certains problèmes, était une force pour le bien dans le monde jusqu'à l'année 2017. Pour moi, c'est une série d'événements récents qui m'ont poussé à bout. Ensuite, il va citer les personnes que nous n'avons pas mentionnées, des personnes qui ne figurent pas sur leur mont Rochemort, mais qui restent des athées de premier plan. Prenons l'exemple d'un récent tweet de l'un des plus éminents spécialistes du nouvel athéisme, Peter Vossian. Le tweet « Pourquoi est-ce que presque tous les hommes qui sont des féministes intersectionnelles de la troisième vague sont physiquement faibles et ont de terribles habitudes corporelles ?» Un autre tweet du même homme. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un pouvait être fier d'être gay. Comment peut-on être fier de quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé? Il cite, peut-être pas le mont Rochemort, mais d'autres, des principales voix athées dans le monde aujourd'hui. Et ce n'est pas une bonne lecture. De nombreuses personnalités se sont récemment alliées à Dave Rubin, un petit animateur de télévision qui a donné à plusieurs reprises une tribune dans son émission à Milo Yiannopoulos, le troll professionnel d'extrême droite qui a déclaré un jour que les petits garçons cesseraient de se plaindre d'être violés par des prêtres catholiques si ceux-ci étaient aussi beaux que lui sur une plateforme de son émission. Dans un tweet datant de mai dernier, Rubin a déclaré « Je voudrais une copie à signer, s'il vous plaît », en réponse à une photo où il est écrit « Ah, paix et tranquillité ». Hashtag A Day Without a Woman, un jour sans une femme. Alors, est-ce que les leaders du nouvel athéisme se sont plaints de ce tweet? Bien sûr que non. Il identifie un problème avec le nouvel athéisme. Il dit aussi que le magazine Skeptic a récemment, en 2017, publié une critique élogieuse du récent livre de Milo Yiannopoulos, qui s'appelle Dangereux. Donc, renseignez-vous sur Milo Yiannopoulos. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas ça. Mais c'est la leader de l'extrême droite et le lien vers le nouvel athéisme. Non le mont Rochemort, mais aussi les hommes qui ont pris de l'ampleur et qui sont au-dessous d'eux. Et lorsque nous parlons de Max, il est à un niveau inférieur, il est ce segment commun et large de la société en général qui est impacté par cette pensée du nouvel athéisme. Cet homme, Phil Torres, dit qu'il a profondément honte d'être resté allié à ce mouvement. Pour ce mouvement athée moderne jusqu'en 2017, et il s'en est maintenant séparé. Il est toujours athée, mais il ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Cependant, j'ai un problème avec lui, parce que s'il a vraiment honte, il devrait
avoir honte. Nous sommes 10 ans après Ishken a écrit son article. Le titre de l'article de Phil Torres que je viens de citer est comment le nouvel athéisme a glissé vers l'extrême droite. Et je crois que c'est une justification du fait qu'il soit resté si longtemps dans l'athéisme. Et c'est 10 ans après cet article, et beaucoup de leurs citations, cet article a été écrit l'année même où ces 4 hommes, les 4 cavaliers se sont rencontrés pour la première fois, où ils se sont intitulés eux-mêmes, nommés eux-mêmes les cavaliers. Il revient sur la création de ce noyau d'hommes en tant que leader du nouvel athéisme lorsqu'il dit profondément qu'il a profondément honte et qu'il a fallu qu'il ait attendu 2017 pour voir le problème et commencer à s'en séparer. Donc, comment le nouvel athéisme a glissé vers l'extrême droite? Il suggère que c'était bien au départ et donc que son alliance avec l'athéisme moderne était justifiée à ses débuts. Parce qu'il suggère qu'à ses débuts, ce n'était pas un si gros problème et qu'il a, au fil du temps, en le citant, glissé vers l'extrême droite. La plupart des citations et des commentaires que nous avons faits, notamment la semaine dernière, remontent à 2007, 2008, 2010, 2014. Je ne suis pas sûre que nous ayons lu des articles postérieurs à 2014. Je trouve que le titre de son article est une défense subtile de sa propre alliance avec cette communauté. Et le fait qu'il puisse le voir maintenant est positif. Évidemment, il est athée, donc je ne suis pas d'accord avec beaucoup de points qu'il fait, mais je ne pense pas que le titre de son article soit intellectuellement honnête. Si ses excuses ou la reconnaissance de son erreur sont sincères, cela ressemble plus à une excuse. Ils n'ont fait que manifester quelquefois de plus ce qu'ils manifestaient au tout début, à la naissance même de ces hommes en tant que leaders de l'athéisme du XXIe siècle. Alors, avons-nous des mains levées? Brody? I just thought it was lost your audio. Je viens de perdre ton audio. Himself from modern Can you start atheism. again? Sorry, you cut out at the beginning. Est-ce que tu peux recommencer car tu as été coupé dès le début? In 2017, he's publicly En 2017, il a distanced himself from publiquement modern pris ses distances avec l'athéisme moderne. Et aussi en 2017, il a demandé atheism. sa femme en mariage. Je pense que c'est sympa. He's had to Et il le devait d'une certaine façon, potentiellement. Ce mouvement se considère comme le siècle des Lumières modernes. Peut-être que sa femme l'a éclairé. Nous pouvons l'espérer. Et nous pouvons espérer qu'elle continue à le faire. Je veux juste mentionner la race. Juste un exemple parmi d'autres qui illustre le racisme qui a également pu être observé au sein de cette communauté, le nouvel athéisme. En 1994, un livre a été publié par Richard Ersten et Charles Murray, intitulé The Bell Curve. Ce livre, The Bell Curve, soutient que les Noirs sont génétiquement inférieurs aux Blancs en termes d'intelligence. Il s'agit d'un livre publié en 1994 qui soutient l'infériorité génétique des personnes de couleur par rapport aux Blancs. Dans une discussion entre Samaris et Christopher Hitchens, j'ai mal orthographié son nom.
make happy all the people that were probably staring. rendant heureux tous les gens qui étaient probablement en train de le fixer. La conversation entre Sam Harris et Christopher Hitchens a lieu. Ce livre est présenté comme argumentant que les Noirs sont génétiquement inférieurs en intelligence aux Blancs. Ce livre apparaît dans une discussion entre Sam Harris et Christopher Hitchens. Et Hitchens, il dit à Sam Harris, OK, mais si ce qu'ils prétendent dans ce livre est vrai, si les Noirs sont génétiquement inférieurs en intelligence aux Blancs, nous ne devrions pas l'ignorer. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne devrait pas laisser le politiquement correct influencer la pensée rationnelle. Nous devrions penser rationnellement. Nous devons penser rationnellement, même sur des choses qui sont controversées, sur certains sujets comme l'infériorité génétique et l'intelligence entre différentes races de personnes. Hitchens dit, si ce livre est vrai, s'il est vrai, c'est tout à fait le type de direction du Jardin d'Éden. Il ne faut pas l'ignorer. Nous devrions avoir une discussion rationnelle à ce sujet. Hitchens a rapidement ajouté à ce discours. Ce n'est pas viable. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, on doit avoir une discussion rationnelle à ce sujet. Et plus tard, Sam Harris remet la discussion sur le tapis et Harris dit que s'il y avait des différences fiables d'intelligence entre les races ou les genres, et Hitchens le coupe à nouveau et dit « Mais je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ici ne pense que c'est le cas. » Harris revient à la charge. C'est une discussion assez compliquée, mais il l'aborde ainsi. S'il existe, si ça existe, une différence génétique d'intelligence au sujet de la race, s'il en existe une, nous devrions en parler. Mais il n'y en a probablement pas. Et Sam Harris dit, mais s'il y a une différence fiable dans l'intelligence, pas seulement entre les races, mais entre les genres. Et puis Hitchens l'interrompt en disant, mais je ne pense pas que l'un d'entre nous pensons de la sorte. C'est une partie de ce qui leur a valu des ennuis auparavant. Ils ne cessent de dénigrer les questions de genre, mais aussi de race. Et puis ils clarifient leurs propos en disant, non, ce n'est pas seulement la liberté d'expression, mais c'est la pensée rationnelle. Nous devons être des penseurs rationnels. Nous sommes les seuls à penser rationnellement et c'est la culture de la gauche qui essaie juste de la supprimer car les gens veulent simplement une discussion rationnelle. En 2018, nous sommes dans l'ère moderne. Sam Harris, dans son podcast, interviewe Charles Murray. Charles Murray, l'un des deux auteurs de ce livre de 1994, The Bell Curve, en 2018. Charles Murray, plusieurs années après cette discussion, alors Harris invite l'un des auteurs sur son podcast et l'interview. Et Harris lui a accordé une conversation de 2 heures, étrangement peu critique. Il ne critique pas les arguments racistes de Charles Murray. Au contraire, Harris affirme que Murray, l'un des auteurs, a été victime d'une terrible injustice académique pour la façon dont ces notions de l'infériorité cognitive inhérente de certaines races ont été rejetées par l'institution scientifique. Il accusera la culture d'annulation de l'institution de la gauche de l'avoir réduit au silence, mais la commune injustice académique en n'accordant pas l'attention nécessaire à un livre qui soutenait qu'il existe une infériorité cognitive inhérente entre les races. C'est là que l'assistance intrépide et prétentieuse sur les questions inconfortables peut si facilement mener. Ils diront que
Nous ne faisons qu'avoir une pensée rationnelle sur des questions inconfortables. Harris s'est retrouvé en compagnie de l'extrême droite et du soi-disant dark web intellectuel, peuplé de gens qui se présentent comme suffisamment vaillants et courageux pour dire que vous n'avez pas le droit de dire et qui sont constamment invités à le dire dans les talk-shows de l'aile droite. De nombreuses personnes ont divorcé du nouvel athéisme aujourd'hui. C'est un peu le scandale autour de cet homme en Australie. Cet homme en Australie qui vient d'être licencié par cette église de Sydney. J'ai un trou de mémoire complet sur les noms et les titres. Jerry Falwell, aux États-Unis, était très scandaleux. Mais l'impact que leurs pensées et leurs philosophies ont eu sur des millions de max est vraiment ce dont nous parlons. Ce n'est même pas le point de vue de l'extrême droite. Ce n'est pas George Bell, c'est le directeur de Hillsong qui vient d'être licencié. Il y a un scandale, mais pour être honnête, les choses que ces hommes ont dites, ce que Jerry Falwell Jr., je pense que son père était beaucoup plus problématique, font pas le figure en comparaison des propos de l'idéologie soutenue par le nouvel athéisme. Dans sa forme la plus extrême, mais aussi comme l'illustre l'article du Vox, par une grande partie de la société qui ne s'appelle pas des activistes des droits de l'homme, qui n'aiment pas ce genre de titre, qui ne s'appelle peut-être pas Nouvel Athée, mais qui écoute Ben Shapiro, Jordan Peterson, Richard Dawkins, Sam Harris, et dont la vision du monde est entièrement modelée par leurs idées. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous examinons ce problème, le protestantisme, et surtout ce problème, l'extrême droite, le christianisme protestant ne peut pas être la racine du problème. Si c'était la racine du problème, à mesure que l'Amérique devient plus laïque, la situation s'améliorerait. Ce n'est pas la racine du problème en Corée du Sud et nous avons partagé des articles sur ce que font les mouvements pour les droits des hommes en Corée du Sud. Ce n'est pas la racine du problème en Australie, en Roumanie, au Brésil. La racine du problème n'est pas le protestantisme. J'irais même jusqu'à dire que c'est à sa base, ce n'est pas de la religion, mais ce n'est certainement pas le protestantisme. Ce n'est pas tout le problème et ce n'est pas la racine du problème. Et la plupart de ce que nous avons fait le week-end dernier, aujourd'hui, c'est d'essayer de le démontrer, en regardant à la trinité du nouvel athéisme, en regardant aux activistes des droits des hommes qui combattent les femmes, le féminisme, l'égalité des genres, le nouvel athéisme qui se bat contre la religion, mais aussi contre l'égalité des genres. Ensuite, regardez le libertarianisme qui combat l'État, mais aussi l'égalité des gens. Il y a un nombre disproportionné de personnes dans l'extrême droite qui sont athées et libertaires. Disproportionnellement par rapport à leur nombre dans la société. Il y a ce canal quand il s'agit d'athéisme et quand il s'agit de libertarisme, ce lien entre les deux. Et nous devons comprendre pourquoi. Pourquoi Brian Houston? Voilà, Brian Houston de Hillsong. Quelqu'un me l'a rappelé. Il y avait un article qui parlait de la braise et du sexisme dans ces mouvements. Et il a donné deux raisons pour lesquelles ce sexisme existe dans le mouvement athée. Et la première raison qu'il donne, je pense, est la raison principale, et il l'énumère
en premier, c'est le darwinisme social. Philip Kitcher, professeur de philosophie à l'Université de Columbia, a écrit dans le New York Times en 2012 que le premier principe du darwinisme social est la croyance que les gens ont des capacités, des talents intrinsèques et des faiblesses intrinsèques correspondantes. Si vous avez donc des talents intrinsèques et des faiblesses intrinsèques, le darwinisme social enseigne qu'ils se sont développés au cours de l'évolution. Donc, peut-être que, rationnellement, ils se sont développés intrinsèquement au cours de millions d'années. Une faiblesse intrinsèque des Noirs en matière d'intelligence. Et les Blancs ont développé un talent intrinsèque pour l'intelligence, la pensée rationnelle, ce qui s'exprimera dans leur action et réalisation indépendamment des environnements sociaux, économiques et culturels dans lesquels ils se développent. Peut-être qu'au cours de millions d'années, les femmes ont développé une capacité intrinsèque à être des vicieuses rusées, c'est gravé au fond de mon cerveau, merci Hitchkins. Les garces rusées manipulent les hommes, donc sont la force dominante, même dans une société patriarcale, supprimant les hommes, même dans une société patriarcale. Elles ont développé une faiblesse intrinsèque pour le sens de l'humeur, une capacité intrinsèque pour être capable de nourrir et d'élever des enfants. Merci Sam Harris. Elles ont une capacité intrinsèque de s'occuper des enfants. Par conséquent, elles ont une faiblesse intrinsèque quand il s'agit de conflits de pensée rationnelle. Tout ceci est le premier principe du darwinisme social. Vous n'avez pas besoin de religion. Le darwinisme enseigne un concept tel que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus est une version de ces idées darwinistes sociales fondées sur l'essentialisme du genre. Dans le mouvement athée, le darwinisme social a pris la forme d'une agression justifiée des femmes par des hommes naturellement agressifs. Ainsi, merci Richard Dawkins, parce que si vous montez dans une voiture ivre et conduisant en état d'ébriété, à quoi vous attendez-vous? Si vous êtes ivre en présence d'un homme, à quoi vous attendez-vous? Il pourrait vous violer parce qu'il a développé une agressivité naturelle. L'agressivité est une force ou une faiblesse intrinsèque des hommes. C'est la faute de la femme si elle le pousse à la violer. Certaines femmes disent que Mark Oppenheimer de BuzzFeed a détaillé de nombreux témoignages du sexisme, d'agression sexuelle et de coercition dans son excellent exposé sur le mouvement athée. Certaines femmes disent qu'elles sont maintenant harcelées ou moquées lors de réunions athées. Et les attaques en ligne qui comprennent des jubilations, des menaces de vol anal et autres plaisanteries sont si vicieuses que 2 militantes avec lesquelles j'ai parlé ont reçu un diagnostic de PTSD, de stress traumatique, et Homer écrit également que James Randi, président du rassemblement annuel des athées, a utilisé l'essentialisme biologique pour rationaliser les crimes sexuels et le harcèlement sexuel présumé. Les commentaires de Randi étaient en réponse aux accusations portées par plusieurs femmes contre Michael Sherman, le fondateur du magazine Skeptic. Et Michael Sherman, donc l'idée que le harcèlement et la violence sexuelle sont simplement ce que font les hommes et l'interprétation athée du XXIe siècle du maximalisme entréi selon lequel les garçons seront les garçons. Pourquoi les garçons seront-ils des garçons? Non pas parce que Dieu a créé les garçons pour qu'ils soient des garçons, non, parce qu'il y a eu une création qui a mis ces qualités chez les hommes, mais à cause des millions d'années d'essentialisme biologique qui a créé des forces intrinsèques et des faiblesses intrinsèques. La même logique se manifeste dans les déclarations qui justifient la violence sexuelle par le comportement ou le style vestimentaire d'une femme. Alors, la deuxième explication de la raison pour laquelle le mouvement athée fomente le sexisme, ils disent que c'est lié
au fait que l'athéisme est devenu beaucoup plus militant au XXIe siècle. Ils ne se contentent pas, les athées, de renoncer individuellement à la religion. Ils sont en croisade pour éliminer la religion de la société. De nouveau, encore une fois, comment ces gens seraient-ils non seulement misogynes, mais souvent racistes? Comment aborderaient-ils l'Église et l'État? Si l'Église et l'État est ce qui amène la loi du dimanche, et la loi du dimanche est telle que nous, en tant que mouvement, l'avons comprise depuis 2019, alors comment ces gens, la communauté athée, dirigée par le darwinisme social, qui enseigne les forces et les faiblesses intrinsèques, le racisme et le sexisme que cela fomente, comment ces athées aborderaient-ils une combinaison de l'Église et de l'État de moralité? Nous avons parlé de l'athéisme et du libertarianisme. Comment le libertarianisme va-t-il soutenir une union de l'Église et de l'État? Ils ne le font pas, parce que la loi du dimanche n'est pas une union de l'Église et de l'État, et nous en discuterons la semaine prochaine. Il n'y a pas de main levée, mais des choses vont surgir pendant la semaine et nous continuerons alors. Je ne suis pas sûre d'avoir une liste exhaustive de tous les participants, mais Lynn, pourrais-tu conclure pour nous? Alors, Dieu créateur aimant, nous présenter devant toi, nous te rendons grâce et te louons, nous te remercions pour les privilèges qui nous sont accordés avec les messages qui nous ont été transmis, l'opportunité de pouvoir nous réunir et d'entendre ces choses qui ont été capables d'apporter des changements chez ceux qui sont prêts à écouter et à appliquer la connaissance. Nous te remercions simplement pour le déversement du Saint-Esprit sur ton peuple. Nous te demandons de travailler dans chacun de nos cœurs afin que nous puissions mieux comprendre toutes ces choses au fur et à mesure que nous avançons, car nous savons qu'il y a encore plus à comprendre. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions suivre l'agneau partout où qu'il aille. Et ensuite, une fois, nous te remercions, encore une fois, nous te remercions pour le merveilleux privilège que nous avons de pouvoir faire partir de ce mouvement à ce moment de l'histoire. Et je prie pour tous ceux qui sont avec nous ce soir. Nous te remercions pour le jour du sabbat. Et nous demandons simplement une bénédiction pour tous ceux qui sont ici, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion. Nous te remercions encore pour tes bénédictions et ta miséricorde. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.